Cette fois, c'est fait. La France va réintégrer l'OTAN. L'Assemblée a voté la confiance au gouvernement en attendant le sommet de Strasbourg. L'OTAN au programme de Bouge la France, avec aussi ce coup de projecteur sur l'Afrique, elle aussi victime de la crise économique. Une crise qui n'est pas sans conséquences sur le patrimoine des Français. Des milliers de milliards d'euros qui pourtant ne sont plus ce qu'ils étaient. Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud, c'est Bouge la France. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir, comme tous les soirs. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. On va parler du patrimoine des Français. Cette valeur du patrimoine français, elle progressait depuis une bonne trentaine d'années. Et là, d'un seul coup, il y a un énorme coup de mou. Pour quelle raison? C'est en 2008, bien sûr, alors, on parle. Pour quelle raison? Est-ce que c'est la crise déjà qui se manifestait? C'est légèrement la preuve de la crise. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, sans discontinuer, chaque année, le patrimoine des Français augmenté. Et pourtant, on en a connu des récessions ces 30 dernières années. Et là, voilà une autre récession. Pas dans les 30 glorieuses. Juste après disons, entre le début, la fin des 30 glorieuses et l'époque actuelle, il y a déjà eu au moins 3 ou 4 récessions. Donc, le patrimoine n'a pas cessé d'augmenter. Or, voilà une autre récession, 2008, qui commence, et le patrimoine baisse de 3%. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel qui montre que 2008 a une particularité, une force par rapport aux autres récessions. Alors on peut mesurer, le patrimoine des Français, c'est en gros le patrimoine privé, c'est-à-dire ce dont dispose en moyenne chaque Français, chacun d'entre nous. Si on additionne le tout, on arrive à 9 500 milliards d'euros. Une baisse de 3%, c'est 280 milliards d'euros de perdus. Et ça ne suffit pas pour calculer la cassure de 2008. Il faudrait également calculer la perte de revenus qu'a occasionné ce ralentissement prononcé de la croissance économique. C'est-à-dire que si la croissance économique en 2008 avait été la même qu'en 2007, il y aurait eu 50 milliards d'euros produits de plus en France. Donc on a perdu le fait que le patrimoine a baissé de 3%, 280 milliards, plus 50 milliards de pertes de revenus dues au blocage de la croissance. Ça nous donne à peu près 320 milliards de perdus. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça fait 4 500 euros par tête de Français. C'est-à-dire que cette crise, en 2008, a déjà coûté à chaque Français, compte tenu de la perte de son patrimoine, plus le revenu qui n'a pas été produit, qui aurait dû être produit, en gros, 4 500 euros. Donc ça montre bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une crise. Alors tout à l'heure, on va parler dans un autre débat de la crise qui arrive en Afrique avec des pays qui sont déjà fragiles et qui vont être largement frappés par cette crise. Si on revient aux Français, 60% à peu près des Français sont propriétaires aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les Français sont riches? Oui. On peut dire que la France est riche, que les Français sont riches, et bien entendu en précisant que la France est un pays d'inégalité et qu'il y a des inégalités à l'intérieur des Français. Mais si on prend l'ensemble des chiffres globaux, c'est-à-dire la valeur de tout ce qui existe dans ce pays, on arrive à une valeur de 12 000 milliards d'euros. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de la propriété privée, parce qu'évidemment les propriétés de l'État français, de la sécurité sociale et autres, la propriété privée, c'est 9 500 milliards d'euros. Donc on peut dire qu'ils sont riches. Alors comment? Parce que ça veut rien dire, 9 000 milliards, 10 000, 50 000, on ne sait plus très bien où on en est. Si vous prenez, j'ai fait un petit calcul, si vous prenez la fortune de tous les milliardaires du monde, il y en a à peu près 790 milliardaires dans le monde entier, des gens qui ont plus de 1 milliard de patrimoine. Eh bien, leur fortune cumulée à eux tous ne permettrait pas d'acheter 20% de la France. Donc, on peut dire qu'il y a quand même... Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans les statistiques que nous livre l'INSEE ce matin, c'est que, effectivement, on parle beaucoup, par exemple, de la dette française. La dette française, c'est évidemment un poids important, puisque la dette publique française, c'est 2/3 du PIB français. Mais si vous comparez par rapport au patrimoine des Français, ce qu'ils possèdent, si vous calculez votre dette, vous ne le calculez pas seulement par rapport à ce que vous gagnez dans l'année, mais vous calculez par rapport à ce que vous possédez par ailleurs. Bien sûr, évidemment, on arrive à 10% du patrimoine des Français. C'est-à-dire que la dette publique, évidemment, représente une part importante du PIB, des richesses produites chaque année, mais ce n'est que 10% du patrimoine des Français. Autrement dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez, pour rembourser cette dette, il suffirait d'amputer notre patrimoine national
de 10%. Alors vous avez parlé des milliardaires tout à l'heure, mais il y a quand même, sans parler d'eux, mais il y a quand même des gens très riches en France. Est-ce que eux aussi subissent ce coup d'arrêt dans leur fortune? Alors, ils la subissent. Alors, il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière de Forbes qui nous explique que le patrimoine des milliardaires dans le monde, ce dont je viens de parler il y a une seconde, a baissé de 50%. Ils ont perdu dans cette crise, à cause de l'effondrement, de la baisse de l'immobilier et de l'effondrement des bourses, ils ont perdu la moitié de leur fortune. Donc c'est absolument considérable. Et quand on prend les 10 milliardaires français, on arrive à peu près à la même chose. Ce qui est intéressant, 50% donc d'amputation de leur patrimoine à cause de la baisse de la bourse essentiellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 10 milliardaires-là, à eux 10, en un an, ils ont perdu 30%, leur perte représente 30% de ce que tous les Français ont perdu. Ça veut dire qu'à 10, ils perdent le tiers du total de ce qui a été perdu en France. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils perdent beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'ils ont beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis. On va parler de cette crise justement qui sévit et qui va sévir surtout évidemment en Afrique. La crise qui fait flamber Wall Street et les places financières occidentales, la crise qui aussi affecte l'Afrique, une Afrique qui tend le dos parfois dans l'indifférence du monde. Autour de Pierre Sled, Sanou Mbaye, il est écrivain, auteur de L'Afrique au secours de l'Afrique, et Philippe Hugon, il est économiste à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Lui aussi, c'est un spécialiste de l'Afrique. Bonsoir messieurs, on va parler effectivement de cette crise qui menace l'Afrique, évidemment comme les autres pays. Il y a peut-être un temps de décalage dont on va parler. Avant ça, je voulais juste vous faire réagir, et spécialement vous, Sanou Mbaye, sur les déclarations, parce que ça a quand même un rapport avec l'économie du pape aujourd'hui, en arrivant sur le sol africain concernant le préservatif, lorsqu'il dit finalement que c'est pas forcément la meilleure façon de combattre le sida et qu'on sait que les ravages du sida sont omniprésents en Afrique. Ça a à un moment donné un impact sur l'économie, j'imagine. Comment les Africains peuvent, eux qui sont pour beaucoup très croyants, comment ils peuvent interpréter ces déclarations du pape? Ben ça dépend, parce qu'en fait, la prise de conscience du phénomène est très importante, mais ça varie énormément. Au niveau des élites, la prise, comme dans un pays comme le Sénégal, il y a une prise de conscience, donc que ce soit sur le plan religieux ou pas, les gens ont pris connaissance du danger. Le problème, c'est au niveau de la majorité rurale et qui pense que une feuille de banane peut remplacer un préservatif. C'est à ce niveau. Ou alors des gens qui pensent maintenant qu'il y a une guérison possible et qui ne prennent plus de risques. Donc les déclarations du pape ne peuvent que augmenter le risque de propagation de... Donc l'effet inverse de ce qu'il prétend, en somme. Absolument. Je reviens à l'économie, puisque les questions qu'on se pose, c'est comment cette crise va avoir un impact sur l'Afrique. Dominique Strauss-Kahn, qui a animé une conférence à Dar es Salaam la semaine dernière, prétend que son impact sera sévère. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est un impact sévère et de quelle façon elle peut se manifester, cette crise en Afrique ? Alors, les chiffres qu'on donne actuellement, c'est qu'on va passer d'une croissance moyenne de l'ordre de 5,5%, qui était le trend de croissance depuis 5-6 ans de l'Afrique, à environ 3,5%. Donc, on a quand même une chute de 2 points en moyenne de croissance. Alors, l'impact, c'est d'une part le canal commercial, la baisse des exportations africaines, la baisse des prix de la plupart des produits exportés par l'Afrique. Les matières premières, le pétrole, commencé d'ailleurs cette baisse. Qui a commencé, il n'y a que le cacao et que l'or qui n'ont pas baissé, mais tous les autres produits ont baissé. Donc on a cet impact direct et on n'a pas encore de manière significative un relais des pays dits émergents et de la Chine, même si à terme, vraisemblablement, il y aura un relais. Et puis, le second canal, c'est quand même le canal financier. Il faut rappeler que le système financier africain soit relativement peu sophistiqué, qu'il y a moins de titrisation de produits dérivés, des places financières moins importantes, sauf Johannesburg ou quelques pays. Mais on a quand même, au moins comme canaux, la baisse des transferts des migrants, qui va jouer.
Oui. La baisse des investissements directs étrangers, la réduction de l'aide publique au développement, et donc on a aussi le canal de la baisse de la production dans certains secteurs, le bois, moins d'activités touristiques, donc on a quand même des effets, mais différenciés selon les pays. Sano, est-ce qu'on peut dire que pour une fois le sous-développement peut être d'une certaine façon une aide à l'Afrique dans la mesure où ces pays qui sont certains sous-développés, finalement sont un petit peu immunisés contre les crises financières, puisqu'ils ne sont pas partie prenante du système financier international. Mais absolument, et mieux. Non seulement ils ne sont pas partis de la crise financière internationale, mais comme il n'y a pas de corrélation et qu'il y a énormément de risques maintenant, les investisseurs étrangers ne peuvent trouver pour diversifier le risque que l'Afrique. En fait, le 21e siècle peut être le siècle de l'Afrique. Je prends par exemple le discours de Philippe. L'impact. Premier impact sur l'aide. Mais l'aide est la source de financement la plus inadaptée. C'est parce que les Africains, il y a 50 ans, ne pouvaient pas accéder au marché des capitaux, sauf l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. On les disait, les agences de notation le disaient à juste titre d'ailleurs insolvables, parce que ces pays, quand ils sont arrivés à l'indépendance, ils ont hérité des dettes que la France et l'Angleterre avaient contractées pour les exploiter, mais sinon, il n'y avait plus rien, ils ne pouvaient compter que sur le reste d'exportation. Mais maintenant, de cette source de financement la plus inadaptée, de cette crise, on espère quand même que maintenant l'Afrique ne va pas dépendre de 75% de l'aide pour se financer, mais va... Parce que l'aide, nécessairement, elle va se ralentir aussi. Ben, oui, mais une bonne chose. C'est une bonne chose, puisque de toute façon, c'est une source de financement qui s'est inadaptée. On dit qu'on parle beaucoup, dans l'histoire de l'aide, on parle beaucoup du plan Marshall. Mais le plan Marshall, c'était pas de l'aide de développement, c'était une aide de reconstruction, et c'était une petite part. On parle de la Chine et de la Turquie et de l'Inde qui bénéficiaient d'aide et qui sont pourvoyeuses d'aide. Mais ces pays n'ont jamais eu plus de 5% d'aide, et cette aide était un appoint, c'est-à-dire pour financer des projets sociaux qui ne peuvent pas s'accommoder de prêts commerciaux. Donc il faudrait que l'Afrique s'aligne sur ce mode de financement, ne pouvait pas le faire parce que depuis 50 ans, il y a un rapport de force qui s'était figé, et justement, comme Lénine le dit, c'est durant les grandes crises qu'on peut changer. Qu'on peut tout nettoyer. Alors je reviens à la crise financière, parce que c'est quand même l'origine de tout. Alors les banques, les grandes banques africaines, d'ailleurs comme les banques européennes, ont commencé par dire « Mais non, nous on n'a rien à voir avec la crise des subprimes, on n'a pas de produits contaminés, on n'a pas ça. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, y compris dans les pays comme le Maroc, l'Égypte, etc., qui ne sont pas confrontés à ce problème des subprimes, est-ce que cet impact financier va se retrouver en Afrique d'une façon ou d'une autre? On trouve quand même quelques banques qui sont touchées, c'est vrai, plutôt dans les pays qu'on appelle émergents africains, plutôt le Maroc, la Tunisie. En Afrique du Sud, il faut savoir qu'il y a une très forte capitalisation boursière et un poids important des banques. Et on dit que les banques centrales, ou certaines, auraient fait des placements en produits qui n'étaient pas garantis. Mais dans l'ensemble, la seule chose qu'on va noter au point de vue bancaire, c'est peut-être moins de crédits commerciaux de la part des maisons mères vis-à-vis de leurs filiales. Mais il faut savoir qu'en Afrique, globalement, il y a très peu de la population qui accède aux banques, que les banques sont relativement frileuses par rapport à la prise de risque de l'investissement. Et donc, on n'est pas dans une situation actuellement de crise des banques. Elles sont plutôt en surliquidité. Mais comment elles vont s'en sortir, ces banques? On sait que le problème principal des banques partout en Europe et dans le monde, c'est à un certain moment, même si ça commence à aller mieux, c'est qu'elles ne se prêtaient plus d'argent entre elles. Est-ce qu'elles vont avoir envie de prêter de l'argent aux banques africaines où on ne sait pas trop ce qui se passe? Certains disent qu'effectivement il n'y a pas de subprimes dans les produits, mais bon, on n'en sait rien. Mais écoutez, on parle des banques africaines, mais il n'y a pas de banque africaine en fait. Il y a 3 grosses banques dans les 16 pays de la zone franc. Par exemple, la Société Générale, la BNP et le Crédit Lyonnais. Et dans la zone anglophone, on peut ajouter Barclays ou le Standard Bank. Donc il y a 2% des populations africaines qui ont accès au marché du crédit, contrairement à 26% par exemple en Amérique latine. Ça se suppose quoi? L'épargne intérieure est où? C'est des pays qui fonctionnent que sur le cash. Donc c'est le moment pour pouvoir bénéficier de cette épargne intérieure et nationale, parce qu'il y a les réserves qui sont gérées à l'extérieur, de même fonctionner maintenant les bourses
nationale, il n'y en avait pas, mais maintenant il y en a 15. Cette épargne, on ne savait pas du tout, sauf Hernando de Soto qui a essayé de faire des estimations, on ne savait pas ce que ça voulait, mais on a des indications en Afrique maintenant. La Banque européenne d'investissement vient de lever des dizaines de millions de dollars en Zambie, au Ghana, en Botswana pour financer ces opérations en monnaie locale. Donc, les banques privatisées, les sociétés d'entreprise comme dans l'énergie, comme la Sénélec en Afrique, ce sont eux qui maintenant, ce sont ces sociétés maintenant qui prélèvent dans les bourses régionales. Mais il est temps que les sociétés africaines apprennent de cette crise comment utiliser ces bourses nationales et les États comment utiliser les marchés des capitaux. Des aides extérieures. Mais non, l'aide extérieure, ça, il faut... Il y a un autre phénomène qui, à mon avis, va beaucoup jouer, vous allez nous le dire, c'est les envois d'argent, tout ce qui est envoyé par les Africains qui sont principalement donc en Europe. C'est des sommes colossales, je crois que c'est autour de 33 milliards de dollars. Largement de l'aide au voilà, au Maroc, c'est 10% du PIB, oui, je crois. Absolument. Évidemment, ces aides vont faiblir, puisque la crise, en revanche, elle est bien en Europe, elle est bien aux États-Unis. Comment ça va se répercuter? Est-ce que c'est vraiment un énorme problème pour l'équilibre économique? D'abord, il faut savoir qu'effectivement, il y aura baisse des transferts parce que les immigrés sont touchés dans des secteurs qui, justement, sont les plus vulnérables, comme par exemple l'immobilier. Ils sont touchés par leur emploi et donc on l'observe déjà, la baisse des transferts. Alors, les effets seront très différents selon les pays. Il faut savoir que il y a des pays qui vivent essentiellement de transferts de migrants. Il y a des pays qui sont caractérisés par un très fort taux de migration extérieure. Les pays de la moyenne vallée du Sénégal, le Sénégal lui-même, le Mali, un peu les pays d'Afrique centrale. L'Afrique du Nord est évidemment extrêmement touchée, bien entendu, Algérie, Maroc et Tunisie. Mais d'autres pays sont relativement peu touchés par la migration, beaucoup moins. Donc on aura des effets différenciés. Et donc un des enjeux effectivement majeurs, c'est aussi de mobiliser l'argent à la fois des migrants mais aussi des diasporas à des fins de projets par rapport à leur pays d'origine, même si ce sont des diasporas qui sont relativement implantés très durablement dans les pays du Nord. Il faut analyser ce transfert des migrants. 60% va à la consommation. Donc ça vient de l'extérieur, et comme la consommation interne africaine, c'est des produits importés, donc ce qui vient retourne. 30% va à l'immobilier, 35% va à l'immobilier. Et là, ça provoque la spéculation dans le domaine immobilier. Et il y a 5% seulement d'investissement. Donc, en fin de compte, cet argent qui vient agit comme l'aide. C'est-à-dire, ça n'encourage pas l'esprit d'entreprise, ça encourage la paresse et tout ça. Donc, maintenant, ce que je propose dans ce livre-là, par exemple... Que l'on voit à l'antenne, l'Afrique au secours de l'Afrique. Alors, ce que je propose maintenant, pour transformer ces transferts-là, en faire un usage productif, mais, par exemple, prenons Sanoumbaye. Il envoie, mettons, 1 million de francs CFA à sa famille tous les ans. Mais ce million de francs CFA, je vais acheter dans une bourse d'achat des actions dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'eau. De toute façon, c'est rentable. Ou je vais acheter des obligations... Ça, c'est de la spéculation financière. Non, non, attention. Non, c'est de l'investissement productif. Oui. Alors, donc, les actions vont... Attention. Il faut quand même être capable de faire ça et d'avoir cette réflexion. Il faut éduquer les peuples. C'est pourquoi, justement, ces crises permettent de changer l'ordre, les donnes. Maintenant, l'action que vous avez achetée va apporter un profit. Bon, si vous voulez aider, donnez ce profit, mais il y a l'investissement. C'est ce que l'on voit dans l'Afrique au secours de l'Afrique. C'est comme ça que, à la limite, une boucle va pouvoir se reboucler d'une autre façon. Absolument. Sans dépendance des autres États, en particulier européens. D'une manière plus saine. Très bien. Je vous montre également Philippe Hugon, Géopolitique de l'Afrique, préparation commerciale. Voilà, aux éditions CEDES. Le voilà, ce livre. Merci à tous les deux d'être venus. On va parler maintenant du retour de la France dans l'OTAN. Ça a été voté juste avant l'émission tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Merci bien. Merci. OTAN, retour vers le futur pour la France qui, au sommet de Strasbourg dans 2 semaines, réintégrera officiellement le commandement de l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, le Parlement a donné la voie libre au gouvernement. François d'Alençon, grand reporter au quotidien La Croix et l'invité de Bouge la France. Un rappel tout d'abord de cette journée parlementaire, Saveria Roger.
La dernière étape avant le retour de la France dans l'OTAN, un vote de la représentation nationale. Mais François Fillon n'a pas pris de risque en engageant la responsabilité de son gouvernement. Il force les réfractaires de l'UMP à rentrer dans le rang. Finalement, l'Assemblée vote sans surprise pour ce retour. Rien n'est plus contre-productif et rien n'est plus dangereux que de sacraliser le statu quo. Nous ne devons jamais hésiter à ajuster et à rénover nos politiques dès lors que les faits et nos buts nous le recommandent. Nous conserverons l'indépendance de notre dissuasion nucléaire et notre liberté d'appréciation sur l'envoi de nos troupes. Nous ne placerons pas de contingents en permanence sous commandement allié en temps de paix. Face au gouvernement, l'opposition est restée soudée dans la défense de l'exception française. Une tribune a même réuni les adversaires d'hier. À l'unisson, Martine Aubry, Laurent Fabius et Lionel Jospin ont dénoncé cette rupture. Le premier argument est assez grossier. Il consiste à dire que garder notre posture actuelle serait faire preuve d'anti-américanisme. Or, nous pouvons rester les amis des Américains sans leur être subordonnés. Nous allons perdre le privilège précieux qui est aujourd'hui le nôtre, qui est celui de définir au cas par cas les conditions d'engagement et de contrôle des forces que nous plaçons sous l'autorité de l'OTAN. Et pendant ce temps, au Sénat, la gauche quitte l'hémicycle, une manière de protester contre l'absence de consultation de la Haute Assemblée. Bonsoir François d'Alençon, vous êtes grand reporter au service Monde de la Croix qui prépare d'ailleurs un numéro spécial sur l'OTAN très prochainement, le week-end prochain, c'est ça? C'est ça, samedi, oui. D'accord, alors vous avez eu des réactions politiques de part et d'autre, donc finalement ça a été voté, il y a eu, puisque c'était la seule incertitude, le nombre de députés de la majorité qui ne le voteraient pas, qui voteraient contre, il y en a eu 10 finalement. Pourquoi il y a eu cette hâte du président de la République de vouloir, à votre avis, tout de suite faire passer ce retour dans l'OTAN? Ça pouvait pas attendre, il y avait urgence, c'est quoi, à cause de l'Afghanistan? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment une position politique, voire idéologique du président. Il voulait, avant même d'être élu, il avait cette idée-là. Et ce qu'on peut lui reprocher, finalement, c'est d'avoir un peu bâclé, effectivement, cette négociation. Il l'a fait en catimini à travers son conseiller diplomatique de l'Élysée, en direct avec l'actuel conseiller à la sécurité. D'autant qu'il y avait la confiance du gouvernement qui était en jeu. Alors, et d'autre part, on aurait pu imaginer qu'on utilise l'effet de levier de cette rentrée dans le commandement intégré de l'OTAN pour obtenir notamment ce qu'on dit que l'on voudrait obtenir, à savoir la réforme de l'OTAN, un renforcement du pilier européen de l'OTAN. Ce qu'on espère obtenir une fois qu'on y sera. Il aurait peut-être mieux valu négocier cette réforme des conditions avant. De rentrée et d'intégration. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entend, notamment chez les socialistes, et pas seulement d'ailleurs, sur le fait qu'on va perdre un petit peu notre indépendance en revenant dans l'OTAN, qu'on va être finalement très dépendant des décisions américaines? Là, je trouve que l'argument ne joue pas trop, puisque, comme vous le savez, les décisions à l'OTAN sont prises à l'unanimité au sein du Est-ce qu'on ne pesait pas plus en étant un pied dedans, un pied dehors? Comme vous le savez, par exemple, pour la guerre en Irak, l'Allemagne, qui était membre à part entière de l'OTAN, du commandement intégré, n'a pas participé à la guerre en Irak. Elle était membre de l'OTAN et du commandement militaire intégré. Donc, je veux dire, rien n'empêche la France de dire non et de ne pas participer à telle ou telle intervention de l'OTAN. Oui. Du coup, ça m'amène à se reposer la question. Donc, pourquoi réintégrer ça? Sinon, qu'effectivement, c'était une des volontés du président de la République de campagne. D'ailleurs, vous l'avez souligné, mais ça brise aussi un consensus droite-gauche qui était installé depuis un bon moment. Est-ce que ça méritait, finalement, tout le monde s'en accommodait de ce consensus? C'est vrai que là, c'est un deuxième point, la perte de ce consensus qui peut être regrettable, mais c'est peut-être lié là aussi à la façon dont la négociation a été menée. On aurait pu imaginer une négociation non seulement plus ample et d'utiliser tous les leviers de cette réentrée, et puis d'associer peut-être aussi la classe politique, les parlementaires à cette négociation, faire de la pédagogie en interne.
je veux dire en politique intérieure. Et donc cela n'a pas été fait, et il faudra pas s'étonner effectivement que le consensus est un peu brisé. C'est un peu dommage, notamment pour les militaires français qui sont en opération à l'extérieur. Traditionnellement, il y avait toujours une unité de la classe politique derrière ces opérations extérieures. On peut craindre qu'à l'avenir, ça ne soit plus le cas. Alors vous nous dites que ça va rien changer, qu'on va rien se faire imposer de la part des Américains en particulier, puisque les décisions sont prises à l'unanimité. Est-ce que pour autant, parce que c'est aussi ça le but de l'opération, est-ce que pour autant la voix de la France sera plus entendue, ses avis plus suivis? Oui, alors là, moi personnellement, je suis un peu sceptique et dubitatif sur la logorée, la rhétorique, je dirais à droite comme à gauche de ceux qui critiquent cette décision, comme si le statut de la France et les attentes qu'elle suscitait dans le monde, et c'était une vision un peu hypertrophiée de ce statut, parce que je ne pense pas honnêtement que si on regarde les pays africains, les pays arabes, les pays d'Amérique latine, les pays émergents, est-ce que ces pays ont une attente à ce point précise de ce que pourrait faire la France pour résoudre leurs problèmes actuels? Si on était aussi puissant que ça et aussi influent que ça, qu'est-ce qu'on a fait pour régler le problème palestinien depuis 10-20 ans? Je pense que la France a une capacité d'entraînement au sein de l'Europe, mais elle n'est pas à elle seule capable et n'est pas capable de régler les conflits à elle seule. Elle a une capacité d'entraînement au sein de l'Europe, on l'a vu pendant la présidence européenne, mais je pense que la classe politique française a une vision hypertrophiée du statut de la France et des attentes qu'elle suscite dans le monde. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. On sait que les Américains veulent renforcer leur présence. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce qui serait passé si on était resté en dehors de l'OTAN? Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Là, je pense honnêtement sur l'Afghanistan que ça changera pas grand-chose. À savoir que le fait d'être représenté au comité des plans de défense et le fait d'avoir 2 commandements au sein de l'OTAN ne va rien changer sur ce qui compte en Afghanistan, c'est combien vous avez de troupes, et c'est là que vous pesez. Nous avons 2800 troupes. On va devoir accentuer notre présence nous aussi. Je ne pense pas, non, c'est pas obligatoire. De toute façon, vous savez, quand on regarde les effectifs de la force de l'OTAN en Afghanistan et l'augmentation en plus des effectifs américains, les Américains sont de loin le plus gros contributeur, et c'est normal qu'ils aient plus d'influence que des gens comme nous. Nous avons 2800 hommes, 4e contributeur de troupes, après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et les 30 000 hommes américains sont beaucoup plus importants et beaucoup plus de poids que les 2800 Français. Donc pas de danger mécanique de se faire imposer, selon la formule que l'on connaît, des guerres qui ne sont pas les nôtres. Écoutez, personne n'oblige aucun pays de l'OTAN à participer à une opération extérieure. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, et ça ne va pas changer. Cela dit, si on considère l'OTAN maintenant en 2009, on peut se dire que ça aussi, ça pourrait évoluer. Finalement, à quoi ça sert vraiment l'OTAN aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire exactement la même chose sans avoir cette force qui n'a de son passé que le nom finalement aujourd'hui? Il y a quand même un point important, et d'ailleurs les pays européens de l'Est ils sont très attachés, et on les comprend, c'est l'article 5 du traité de Washington. C'est quand même une alliance qui implique, en cas d'attaque de l'un de ses membres, une solidarité. Et donc c'est ce qui est intéressant, c'est quand même une alliance qui est d'abord une alliance défensive et qui implique une solidarité entre ces pays membres. Si l'un quelconque d'entre eux est attaqué, eh bien les autres sont censés aller le défendre. Très bien. Merci beaucoup François d'Alençon. On rappelle que c'est le week-end prochain, donc ce dossier spécial dans la Croix sur l'OTAN. Merci beaucoup. Nous allons maintenant revoir les unes des journaux de demain avec Marie-Laetitia Bourrier. Oui, c'est l'heure des dernières informations et des premières manchettes de vos quotidiens de demain. Marie-Laetitia Bourriez les a lues pour vous.
Allez, on commence par l'actualité à l'étranger avec l'île de Madagascar au seuil d'une sortie de crise. L'opposant Andy Rajolina a reçu les pleins pouvoirs de l'armée. Le président Marc Ravalomanana a démissionné. Le pape Benoît XVI conteste l'efficacité des moyens de contraception. On ne peut combattre le sida en distribuant des préservatifs. En France, le débat sur l'OTAN, les députés ont voté sans surprise la confiance au gouvernement, à l'exception de 10 députés UMP. Et puis le débat est clos sur le bouclier fiscal. Nicolas Sarkozy a tranché. Pas de taxation des plus hauts revenus. Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts. Voilà, et puis la une de Libération, statistiques ethniques, les mauvais comptes, mesurer les discriminations pour mieux les combattre. L'idée d'évaluer selon des critères raciaux divise profondément la société. Voilà la une de Libération. L'humanité, le boomerang du bouclier fiscal. À la veille du 19 mars, la mesure phare de Nicolas Sarkozy en faveur des plus riches nourrit un mécontentement sans précédent. Son abrogation s'impose. Voilà le cri de l'humanité. La Tribune, fleuron de l'industrie, cherche capitaux à tout prix. Voilà, Lafarge, Saint-Gobain, bientôt ArcelorMittal. Les industriels retrouvent le chemin de la bourse pour lever des fonds. Et puis la Croix, lorsque l'eau ne coule pas de source. Dans de nombreux pays, l'eau est une ressource rare. Et puis l'éditorial de Dominique Quignot sur l'intervention du pape sur le sida, le préservatif. Il en a parlé. Voilà. Merci beaucoup pour être tout à fait à l'heure. On va se dépêcher de vous dire au revoir tout de suite. Vous allez retrouver Michel Grossior dans Face à nous. Il reçoit Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne. On se retrouve demain à 22h. Excellente soirée. Au revoir Marie-Laetitia.